L'expression France-Afrique est utilisée souvent de manière péjorative pour désigner la relation entre la France et ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne. En 2021, on s'interroge sur la nature de ces relations, mais aussi sur l'émergence économique des puissances africaines par les stratégies gouvernementales, mais aussi par l'innovation entrepreneuriale des populations. Pour discuter de ces questions, deux experts sur le plateau avec leur opinion bien tranchée. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Ba et j'ai le plaisir d'être accompagnée par Monsieur Gilles Yabi. Bonjour Monsieur Yabi. Bonjour. Alors Monsieur Yabi, vous êtes docteur en économie, vous êtes analyste politique et vous êtes aussi le fondateur de Wati, une plateforme de production de connaissances qui traite des questions de développement de l'Afrique de l'Ouest. La présentation est complète ? Elle est très complète. Parfait, on est heureux de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Et on a aussi Monsieur Rivolala Razi Mandrissi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, Monsieur Rivo, je vais vous appeler comme ça si vous voulez bien. Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'origine malgache. Exactement. Vous êtes entrepreneur, vous dirigez le premier accélérateur multisectoriel privé dédié aux petites et moyennes entreprises ici au Sénégal. Exactement. Et il s'appelle le RDE, la rencontre des entrepreneurs. Exactement. Pour les entrepreneurs et par les entrepreneurs. Exactement. Parfait. Alors, merci tous les deux d'être là. Je pense qu'on va rentrer directement dans le vif du sujet. Monsieur Yabi, je vous adresse ma première question. Alors, l'expression France-Afrique, on sait qu'elle a été utilisée depuis avant les indépendances, plus précisément en 1955 par l'ancien président ivoirien Félix Houphouët-Boigny, qui, à l'époque, voulait désigner le rapport que les nouvelles puissances, en tout cas africaines, voulaient conserver avec la France juste après les indépendances, donc après les années 60. Aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce que cette expression représente pour vous et où est-ce qu'on en est avec cette relation France-Afrique? Merci à nouveau pour l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous et d'être avec Rivo sur ce plateau. France-Afrique, je crois que le thème reste très présent dans les imaginaires africains. Il reste aussi très controversé. Je crois que pour beaucoup d'Africains, notamment pour les jeunes des pays d'Afrique francophone, France-Afrique est plutôt encore très connoté négativement parce que cela désigne une forme de prolongement dans le temps, dans la longue durée de relations qui se sont établies dans le cadre tout de même d'abord de la colonisation et donc d'un rapport qui est totalement déséquilibré et qui était empreint aussi de condescendance, voire de racisme. Et donc, le sentiment un peu que la France-Afrique, c'est pas totalement terminé, donc que ces relations de domination politique et économique se poursuivent des décennies après la période des indépendances formelles. Mais je crois qu'il faut aussi tout de suite quand même préciser que d'abord, lorsqu'on parle de France-Afrique, je crois que les Africains ne doivent pas eux-mêmes contribuer à une simplification de ce qu'est l'Afrique. L'Afrique, c'est un continent d'une énorme diversité. Je crois que nous avons Rivo qui est d'origine malgache, par exemple. On est quand même sur un continent aujourd'hui de 54 pays et tous les pays africains n'ont pas de relations historiques particulières avec la France. Je crois que c'est très important de le mentionner dès le début pour bien signifier que la pensée sur la France-Afrique, elle concerne en réalité un certain nombre de pays qui ont été des colonies françaises. Et dans ce groupe de pays aussi, il y a eu tout de suite des variations assez importantes. Vous avez parlé de Félix Houphouët-Boigny, on pourrait parler d'Omar Bongo. Il y a eu beaucoup de chefs d'État qui, dès le début, ont eu une relation très particulière avec la France et des chefs d'État qui ont pris des distances plus importantes. Et donc, évidemment, c'est une histoire qui est complexe, qui est longue. On ne pourra pas entrer dans le détail, mais c'était important, je pense, aussi de situer un peu la France-Afrique dans cette histoire-là. Tout à fait. Et d'ailleurs, on sent une simplification même du rapport lorsqu'on entend France-Afrique par définition. L'Afrique étant un continent, comme vous le dites, et la France étant un pays, on entend France-Afrique, il y a quand même un déséquilibre quelque part qu'on sent dans l'expression et je suis sûre qu'on va pouvoir y revenir tout à l'heure. En attendant, Monsieur Rivo, cette relation France-Afrique, lorsqu'on parle économie, justement, on sait qu'il y a quelque temps,
en 2021, durant ce mois de mai, il y a eu ce fameux sommet France-Afrique, plus précisément le 18 mai, qui était censé justement être un sommet pour discuter de la situation financière de certains États africains qui sont concernés et qui a eu lieu à Paris. Et j'aimerais profiter de ça pour vous demander déjà qu'est-ce que vous pensez de cette rencontre et quelle est l'importance de l'aspect économique dans la dynamique de ces relations. Alors, je pense que, alors juste une remarque. La France-Afrique, je pense que c'est le passé. Comme Gilles a commencé à évoquer, c'est vraiment le passé. Ça persiste, mais ça a tendance à partir. L'avenir aujourd'hui, c'est que, regardez, nous sommes au Sénégal. Gilles, je pense, qui est d'origine béninoise. Moi, qui suis malgache, nous travaillons pour le Sénégal. C'est ça l'avenir. C'est ça, en fait, s'il y a un message qu'il faut en fait envoyer les gens, c'est ça de plus en plus. C'est ça. C'est-à-dire que il faut que les gens ne se braquent pas en fait avec cette histoire. Ça existe encore. Hein. Mon propos, c'est pas de dire que ça n'existe plus, mais il faut qu'on se projette désormais dans l'avenir. Comme j'ai l'habitude de dire avec les entrepreneurs, les choses changent en fait. Il y a beaucoup de choses qui changent, pas visibles à l'œil nu pour le moment, mais nous qui sommes dans les acteurs du terrain, nous voyons les changements. Et le changement, c'est ça, c'est ce que vous voyez là. Donc je suis très fier et très ravi quand je vais à l'étranger, que je dis, voilà, je suis malgache, mais je travaille pour le Sénégal. Moi, c'est comme ça que je conçois le panafricanisme. Et c'est comme ça, en fait, que les jeunes d'aujourd'hui conçoivent également leur avenir. Donc, pour répondre maintenant à votre question sur la France-Afrique, alors, effectivement, il y a une dimension commerciale, essentiellement commerciale. C'est-à-dire que c'est le déséquilibre dans la relation commerciale qui crée effectivement aujourd'hui la tension. En gros, pour résumer, nous sommes les consommateurs, eux sont les producteurs, pendant très longtemps. Ça ne marche plus. On a vu que ça ne marche pas et ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, on essaie d'équilibrer. C'est pour ça que vous entendez depuis ces dernières décennies, entrepreneuriat, c'est quelque chose de très nouveau. Peut-être, j'espère qu'on aura l'occasion de revenir. Mais c'est juste ça en fait. Pour nous, en tout cas, en tant qu'entrepreneur, il y a une relation entre la France, c'est une relation business. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas vendre à la France, on ne veut pas acheter à la France. C'est pas ça le propos. Mais nous, on aimerait établir l'équilibre. Tout à l'heure, avec Gilles, on a parlé par exemple de la région du Sénégal, le nom m'échappe, qui fabrique demain des chaussures. Nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est qu'on aimerait exporter nos chaussures en France. On aimerait exporter nos chaussures en Belgique, aux États-Unis. Pourquoi chaque fois, c'est nous qui devons acheter leurs chaussures? Vous voyez ou pas? C'est ça, en fait, nous, en tout cas, en tant qu'entrepreneurs. Donc, nous ne sommes pas des politiciens. On espère, en tout cas, nous sommes des gens pragmatiques. Donc, nous, la relation France-Afrique, pour nous, c'est ça. C'est-à-dire qu'à quel moment on va établir une relation business un peu plus équilibrée, parce qu'aujourd'hui, elle n'est absolument pas équilibrée. Ouais, voilà. Tout à fait. Elle est absolument pas équilibrée et vous êtes la promotion de non la France-Afrique mais de l'Afrique-Afrique en fait. Que l'Afrique travaille ensemble tout simplement, comme vous le dites, d'origine malgache qui travaille au Sénégal. C'est un exemple de l'Afrique et à l'Afrique. Mais justement, Monsieur Gilles, pour parler de rééquilibrage de cette relation entre la France et l'Afrique de l'Ouest, moi j'ai envie de dire, et par exemple d'exporter nos productions plutôt que de n'être que consommateurs, il y a un frein important à cela qui est l'endettement. Parce que les pays ouest-africains, en tout cas beaucoup de pays ouest-africains, seraient encore très endettés, entre guillemets, par rapport à la France. Bon, et c'était le sujet justement du dernier sommet. Est-ce que vous pensez que ce problème d'endettement, déjà, comment vous percevez ce problème d'endettement et comment est-ce qu'il peut être réglé? Est-ce que vous croyez à ces dires qui ont été faits justement lors de ce sommet? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Je dirais, premièrement, le sommet sur le financement des économies africaines, c'était un sommet sur le financement des économies africaines, pas simplement sur la question de l'endettement. Et ce n'était pas nécessairement un sommet sur les relations entre les pays africains et la France. Il s'est tenu à Paris, essentiellement parce que le président français Emmanuel Macron, comme ses prédécesseurs, se positionne sur l'Afrique un peu souvent comme porte-parole du continent. Alors, on pourrait revenir là-dessus, mais c'est une posture diplomatique d'influence. C'est normal, il faut aussi qu'on comprenne ça. La France fait partie
ces moyennes puissances aujourd'hui, il y a les grandes puissances, les États-Unis, la Chine, il y a des puissances, disons, qui sont quand même membres du Conseil de sécurité et qui ont une puissance militaire. Je crois qu'il faut le reconnaître, la France fait partie de ce groupe-là. Et donc, ces pays ont besoin de conserver une influence sur les autres régions du monde et en particulier sur celles où ils ont déjà une relation historique, où ils perçoivent la possibilité de maintenir une place particulière. Et pour la France, c'est clair, une bonne partie du continent africain fait partie de c'est la région du monde où la France peut encore jouer les premiers rôles parce que dans les autres régions, en fait, il y a la Chine, où il y a la Russie, où il y a les États-Unis. Ça, c'est le premier élément. Donc, le fait que le sommet se tienne à Paris ne veut pas dire que c'était un sommet sur la relation économique entre la France et les pays africains. Mais pourquoi le tenir à Paris alors? Pour la raison que je viens de vous donner, c'est une volonté française de jouer un rôle sur le plan diplomatique, mais il faut quand même souligner que les prémices de ce sommet ont été définies essentiellement dans des conversations à l'époque entre le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, qui dirige l'Union africaine, et le président français. Et donc, à nouveau, il ne faut pas réduire, je pense, ce sommet à un tête-à-tête entre la France et les pays africains. Il y avait tout de même les responsables de toutes les organisations financières internationales les plus importantes qui ont aussi participé à ce sommet. Donc, à nouveau, Paris, c'était essentiellement un coup diplomatique pour la France. Mais ça à mon avis, il ne faut pas passer tout le temps sur le fait que le sommet se soit tenu à Paris. L'autre élément que j'ajouterais, c'est que sur la question de l'endettement, vous avez parlé du problème de l'endettement. Bon, l'endettement n'est pas un problème. Et je pense que Rivo, qui est entrepreneur, pourra aussi revenir là-dessus. L'endettement est un moyen de financement pour des entreprises comme pour les États. C'est un moyen de financer des projets. Et donc, c'est pas un problème en soi. Le problème, c'est le surendettement. Le problème, c'est lorsqu'on s'est endetté, on s'est pas endetté aux bonnes conditions, on a pris des risques importants, ou on s'est endetté pour financer des projets qui ne sont pas rentables, ou on s'est endetté pour une certaine utilisation de ces ressources et ensuite on les a détournés à faire autre chose. Évidemment, si vous vous endettez pour des projets productifs et qu'à la fin, vous ne faites que consommer, il est évident que vous aurez des problèmes puisqu'il faudra bien rembourser la dette. Exactement. Et le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts plus ce que vous avez emprunté, et vous n'aurez entre-temps pas produit de richesses supplémentaires pour vous permettre de faire face à ce service de la dette. Donc le problème, c'est le surendettement, ce n'est pas l'endettement qui est un moyen de financement. Comme d'autres moyens de financement, les entreprises ont accès, par exemple, au marché de capitaux, on peut avoir de l'actionnariat, on peut financer son développement par d'autres moyens que l'endettement. Mais l'endettement est un moyen qui est absolument important pour financer les économies. Pour financer les économies, mais justement, bon, une nouvelle manière, en tout cas pour nous, de voir l'endettement, de le voir plutôt comme un moyen plutôt qu'un problème, sauf quand il est pas bien utilisé, on l'a bien précisé, et ça doit sûrement être le problème. Mais lorsqu'on s'endette, ou si vous voulez qu'on se surendette, on a quand même moins de pouvoir sur nos décisions économiques, surtout lorsqu'on s'endette, lorsqu'un État s'endette envers une autre puissance, on a moins de pouvoir de décision sur nos économies. Oui, ça, c'est certain que ça crée une forme de dépendance, c'est certain. Et aussi ça a des conséquences, y compris sur le plan politique, sur le plan des marges de négociation que vous avez. Si vous êtes endetté, c'est sûr que vous pouvez par exemple à un moment donné être obligé ou être poussé à faire des deals qui ne sont pas à l'avantage de votre pays, par exemple des deals de vos ressources naturelles que vous mettez à la disposition de la puissance à l'égard de laquelle vous avez des créances. Donc plutôt un endettement, des dettes. Mais je crois aussi que sur l'endettement africain en particulier, lorsque vous regardez simplement les chiffres en termes de pourcentage par rapport au PIB, il y a beaucoup de pays européens, il y a des pays occidentaux qui sont beaucoup plus endettés. Donc la question, aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Afrique globalement soit surendettée. Il faut regarder pays par pays. Il y a des pays qui sont effectivement dans des situations difficiles, qu'ils étaient déjà avant la crise sanitaire. Et évidemment, la crise sanitaire
n'a pas amélioré la situation. Pour ces pays-là, il faut un traitement particulier. Il y a beaucoup de pays africains où les taux d'endettement ne sont pas nécessairement très élevés, mais où il y a une forme de réendettement après une période de désendettement, on voit les chiffres remonter. Donc, il faut évidemment faire attention pour ne pas se retrouver dans quelques années à nouveau dans une situation de détresse financière qui crée de la dépendance, forcément, parce qu'à un moment donné, si vous êtes... Voilà, vos marges de manœuvre, en fait, se rétrécissent énormément. Donc, il faut éviter un réendettement rapide et important des pays africains. Mais il me semble vraiment important de dire aussi qu'évidemment, si les pays occidentaux peuvent s'endetter davantage, c'est qu'on n'a pas les mêmes instruments et les mêmes leviers, c'est clair. Exactement. Ils ont beaucoup plus de marge de manœuvre que ils ont nous. des monnaies aussi qui oui. contrôlent. On va revenir en tout cas sur cette question de monnaie et puis en tout cas c'est de belles précisions à faire sur ce que c'est l'endettement. Monsieur Riveau, si on revient à la création même de ressources et de richesses pour les Africains et qu'on pense plus précisément à l'emploi ou à l'employabilité. On prend l'exemple du Sénégal. On parle constamment, surtout que c'est le mot d'ordre actuellement, l'employabilité et l'emploi des jeunes, le manque d'emploi pour les jeunes, le taux de chômage, etc. Et c'est là que nouvellement l'entrepreneuriat vient peut-être comme solution, mais qui est encore pas exploité par la majorité. Donc, si vous pouvez revenir un peu plus sur c'est quoi l'entrepreneuriat, comment ça peut être une solution et nous expliquer un peu comment vous agissez en tant qu'entrepreneur. Très bien. Avant de vous répondre, Sophia, si vous permettez, je vais juste compléter. Je suis d'accord par rapport à ce que Gilles a dit sur l'endettement. Il faut juste comprendre, en fait, pour moi, il y a deux niveaux de réflexion pour voir sur l'endettement. L'endettement, il y a l'endettement externe et l'endettement intérieur. C'est-à-dire la dette intérieure et la dette extérieure. Et surtout, la deuxième dimension, c'est qui possède vos dettes. Le Japon, c'est un des pays les plus endettés au monde. 300% de leur PIB, l'ensemble de leur dette est détenue par des Japonais. Ils n'ont pas de problème de développement. Oui. Voilà, c'est juste ça, en fait. Donc, je ferme la parenthèse. Ouais. Maintenant, pour revenir à vos questions. Alors, je pense que c'est vraiment une opportunité pour préciser cette question entrepreneuriat, effectivement, qui a émergé ces 10 dernières années dans notre écosystème. C'est devenu un fourre-tout. Entrepreneuriat, à gauche, oui, tout le monde est entrepreneur, tu sois entrepreneur, etc. Et tout. Donc, je pense qu'il faut bien partir de la... Tout est lié en termes d'analyse. Pourquoi l'entrepreneuriat, en fait, a émergé? Tout simplement parce qu'il y a un échec patent de l'ensemble de nos pays. Il y a au moins un point commun que chaque pays africain partage, francophone, lusophone, etc., c'est le problème de chômage. Donc, si on arrive à parler ça aujourd'hui, c'est qu'on dit, OK, qu'est-ce qui se passe avec le chômage? Bien. Mais ce que nous, Africains, nous n'avons pas compris, ou peut-être on n'était pas suffisamment éveillés, c'est que le chômage, en fait, ne peut pas être résorbé, ne peut pas être résolu par l'État seul. Par l'État seul. Il y a ce qu'on appelle un agent économique qui s'appelle entreprise qui contribue, en fait. Et je ne dis pas non plus que seules les entreprises, en fait, résolvent résout le problème de chômage, mais c'est un mélange des deux. Nous, quand on regarde aujourd'hui au Sénégal, le dernier chiffre, par exemple, ça aussi, ça pose un problème. Les dernières données sur ça datent de 3 ans. Il y a 3 ans, la NSD a sorti une étude sur l'écosystème entrepreneurial au Sénégal. À l'époque, ils ont compté 440 000, je pense, unités économiques. C'est comme ça, je pense qu'ils les ont appelées. Nous sommes 17 millions. Pour vous donner juste, en fait, dans comparaison, la France, pour peut-être revenir un peu à la France. Oui, tout à fait. À la France, en moyenne par mois, est-ce que vous savez combien ils créent d'entreprises en moyenne par mois? Combien? Ils se créent en moyenne 600 000 entreprises par mois. Par mois? Par mois. Waouh, d'accord. Pour vous donner en perspective. Des entreprises privées ou publiques, excusez-moi? Toujours privées. Toujours C'est-à-dire privées. toujours privées. Donc voilà, ouais, donc Oui. c'est très intéressant votre question. Toujours privé. Et c'est ça la nouveauté, en fait. C'est-à-dire que notre jeunesse a compris enfin qu'ils ne comprenaient pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour être riche chez nous, il faut être politicien. Tout à fait. C'est ça. Et d'ailleurs, vous regardez bien. C'est-à-dire qu'un pays comme le Sénégal, je peux prendre aussi l'exemple de Madagascar, le nombre de politiques, leur nombre de partis politiques lors de la dernière campagne présidentielle, vous voyez, il y avait plus de 200 partis politiques. Et vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui pousse les gens, en fait, à faire de partis politiques dans un pays où il n'y a que des opportunités? Et c'est là où les jeunes commencent à comprendre en disant, finalement,
on peut quand même arriver à nos objectifs, s'enrichir, si c'est ça l'objectif de certains, mais sans nécessairement faire de la politique. Et vous voyez, quelqu'un comme Babacar Ngom, un vrai capitaine d'industrie, ces dernières années, c'est sorti ces dernières années, le fait que Sedima est devenu un acteur majeur du moins sur le poulet, donne quand même l'envie à ces jeunes-là. Le fait de voir Yerimso à la tête de Telium. Vous voyez, donc, il y a quand même des gens, la personne, Serim Boub, CCBM, je veux dire, il y a une prise de conscience quand même de la jeunesse. Donc, je ne cite que les autres me pardonnent. Voilà, il y en a d'autres aussi, bien effectivement. sûr. Donc, on ne peut pas citer tout le monde. Exactement, qui sont aussi finalement tout aussi valables. Donc, ça, c'est le premier point. Maintenant, cette jeunesse, qu'est-ce qu'on appelle entrepreneuriat? Les politiques se sont engouffrés parce qu'ils disent que c'est le meilleur moyen pour eux de résorber la politique de l'emploi qu'ils n'arrivent pas à faire. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, tiens, vous, jeunes, quand vous sortez de l'école, il faut que vous entrepreniez. Parce que c'est comme ça. Parce que comme ça, vous créez votre propre emploi. Mais tout le monde n'a pas vocation à devenir, en fait, entrepreneur. Et ça allait être ma prochaine question, Monsieur Rivo. Est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Et la réponse est non. Tout le monde peut essayer. Par exemple, ça, c'est notre thèse. Tout le monde doit essayer au moins. Mais tout le monde ne le peut pas. Pourquoi tout le monde ne le peut pas? Parce que c'est très, très, très difficile. En tout cas, je partage mon expérience. Tout à fait. Ces 10 dernières années, la rencontre des entrepreneurs, c'est la 5e entreprise que moi j'ai créée entre la France, Sénégal et Madagascar. C'est très, très difficile. Donc, vous êtes sur quelque chose en fait de long terme. Quand vous créez une entreprise, vous vous projetez en fait sur le long terme. Or que les jeunes, en fait, lorsqu'ils sortent de l'école, quand vous dites qu'ils sont entrepreneurs, eux, ils veulent gagner en fait leur vie. Mais quand vous posez la question à tous les entrepreneurs, très peu se rémunèrent en fait au départ. Et déjà ça, en fait, moi, c'est le premier point. Deuxième point, il y a une confusion entre entrepreneur et auto-entrepreneur. Et je pense que c'est là le vrai, demain là où le bas blesse. Il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, mais il y a très peu d'entrepreneurs. Et c'est ça aujourd'hui qui caractérise notre écosystème au Sénégal. Bénin, le pays que je connais un peu également, Togo, Madagascar, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs versus entrepreneurs réels. La différence des deux, c'est quoi? L'auto-entrepreneur, il crée son propre emploi. Quand vous dites, il crée son propre emploi. Lui, sa vocation, c'est quoi? C'est, dès qu'il a un emploi, il gagne de l'argent. Je suis un digital community manager, je suis un designer. J'ai mon emploi, je facture le client 400 000, 500 000, et puis basta en fait. Moi, j'ai mon emploi et je continue. De temps en temps, je fais un prestataire à côté. C'est pour ça qu'au Sénégal, vous avez beaucoup de prestataires parce qu'il y a beaucoup d'auto-emploi. Versus quelqu'un qui, donc lui, dans sa vision, c'est juste ça. Or qu'un entrepreneur, lui, il a un marché. Il dit, je veux être leader de ce marché. Vous voyez, Babacar Ngom, il voulait être leader de son marché. Il est leader de ce marché aujourd'hui, finalement, du moins du poulet aujourd'hui au Sénégal. Et regardez derrière, il a un nombre d'employés. C'est ça, en fait, la clé. Et donc, aujourd'hui, notre écosystème, c'est il n'y a pas suffisamment d'entrepreneurs. C'est ça notre problème. Et quel type d'entrepreneur? Peut-être là, on aura l'occasion de parler. Nous n'avons pas suffisamment d'entrepreneurs. Donc, maintenant, je ne dis pas que les gens, à l'époque, nous, on avait écrit des chroniques à l'époque en disant, entrepreneur, est-ce que c'est inné ou est-ce que c'est acquis? C'est forcément acquis. Il n'y a personne qui est né entrepreneur. Ça, il faut qu'on arrête ça. Il n'y a personne qui est né entrepreneur. Il n'y a pas un gène entrepreneur. Ça n'a pas été démontré de la même manière qu'il n'y a pas un gène d'intelligence. Tout à fait. Il n'y a pas ça. Ça se développe. Exactement. Mais tout ça, ce sont des éléments d'information que notre jeunesse, en fait, on ne sait pas pour X raisons, a eu très en retard. Mais c'est là où je disais tout à l'heure que les choses changent parce que c'est cette information que la jeunesse, en fait, absorbe. Et l'entrepreneuriat, c'est juste, en fait, de la répétition. C'est quelque chose, en fait, que vous essayez, vous échouez. Ça nous renvoie avec notre culture de l'échec, dans nos écosystèmes, tout simplement. C'est-à-dire que, pour nous, il est inconcevable que moi, qui ai fait, je sais pas, les grandes écoles d'ici, j'ai pas le droit à l'échec. Et que moi, je deviens, par exemple, boutiquier. Ou que moi, par exemple, que je deviens un chauffeur de taxi. Pour eux, c'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est ça aussi notre problème avec notre jeunesse qui part à l'étranger. Tout à fait. Et ils disent, mais si je reviens, en fait, et que... vous voyez, donc c'est toujours ce sentiment d'échec, mais vous pouvez revenir en fait, il n'y a pas de problème. Venez partager vos expériences, venez partager, c'est-à-dire venez capitaliser avec vos expériences. Donc, si vous voulez, la dimension de l'entrepreneuriat, pour synthétiser, c'est devenu, excusez-moi du terme, un fourre-tout. Où les politiciens, en gros, pour moi en tout cas,
c'est un élément, c'est une sorte d'échappatoire qu'ils ont utilisé pour masquer en fait l'échec de leur politique. Parce que c'est un échec. Tout à fait. C'est un échec. C'est-à-dire que la politique qu'ils ont menée depuis ces années-là, ils n'arrivent pas à absorber, c'est que c'est un échec. Ouais. Et ça renvoie peut-être à l'autre titre, je finis dessus, l'autre élément, c'est notre théorie économique. Parce que nous faisons tout ça, entrepreneuriat, mais basé sur les théories en fait, de moi des étrangers. Voilà, et d'ailleurs... C'est-à-dire que voilà, et qui n'est pas du tout en fait conforme par rapport à notre réalité. Par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé d'endettement. Il y a des théories. L'Allemagne, par exemple, eux, en termes de déficit budgétaire, par exemple, eux, c'est vraiment les rois. C'est-à-dire que les saintetés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déficit. C'est-à-dire qu'on ne dépense pas plus qu'on gagne. La France, un des plus mauvais élèves, systématiquement déficitaire depuis des années. Le Sénégal, pareil aussi. Quand vous regardez, par exemple, la Côte d'Ivoire, le chiffre de la Côte d'Ivoire, eux sont moins déficitaires. C'est-à-dire que, vous voyez, donc, ce sont des choses, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant qu'Africains aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va développer l'entrepreneuriat sur ce modèle classique du capitalisme qui est au bout de souffle? Ou est-ce qu'il faut qu'on devrait réinventer notre modèle d'entrepreneuriat qu'il faudrait qu'on transmette à notre jeunesse? Et c'est ça, en fait, aujourd'hui, pour nous en tant qu'entrepreneurs, par exemple, nous en tant qu'accélérateurs, la vraie question que les entrepreneurs en fait, nous posent. Rivo, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue avec ce modèle où il faut lever, il faut faire les dettes, on fait les schémas, mais ça ne nous correspond pas. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, merci pour toutes ces précisions et surtout sur celle des théories économiques qui ne collent pas aux réalités. C'est sur ça aussi que j'aimerais rebondir, Monsieur Yabi, parce que tout à l'heure, on a effleuré un peu la question de cette monnaie qu'on utilise, cette fameuse monnaie qui fait aussi beaucoup de débats. Certains sont pour le franc CFA, certains sont contre, certains disent qu'on peut continuer à l'utiliser, d'autres soulèvent en fait tous les points sur lesquels cela nous retarde et nous empêche de nous développer économiquement, vu que ce n'est pas notre monnaie, ce n'est pas une monnaie qu'on fabrique nous-mêmes, c'est une monnaie qu'on fabrique pour nous, donc on n'a pas forcément le contrôle. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de du franc CFA? Vous n'avez pas une question plus facile? Plus facile? Non, malheureusement. Bon. Alors, je crois que je commencerai par dire que la complexité de ces questions, c'est un élément essentiel que nous devons transmettre justement aussi à nos jeunesses, disons. Oui. Que ce soit sur la question de l'entrepreneuriat, on vient d'entendre là justement les distinctions qui viennent d'être faites et qui montrent qu'évidemment, il faut aller beaucoup plus en détail pour comprendre les différences qu'il faut faire en auto-entrepreneuriat, etc. Et le lien avec les politiques publiques, donc la responsabilité des États. Sur la question du franc CFA, on a exactement la même complexité, c'est-à-dire que il faut éviter les lectures qui sont les plus simplistes de la question. Le franc CFA, c'est une monnaie qui est issue d'un processus historique que tout le monde connaît. Ouais. C'est clair que ça a un lien direct avec la colonisation et avec ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que la France a mis en place, au moment de la décolonisation, elle a mis en place un système qui lui permettait, disons, de garder autant d'influence que possible sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et financier, sur les pays de son précaré. C'est très clair. Tous ceux qui ont travaillé sur la période Foccart, qui était vraiment le maître d'œuvre un peu de cette stratégie, on a tous les détails sur comment est-ce que ça s'est organisé. C'est quelque chose qui a été bien pensé par rapport évidemment aux intérêts de la France sur la longue durée. Ça veut dire qu'évidemment, 20, 30 ou 40 ans après, c'est vraiment pas un système qui doit être maintenu en l'état. Alors, il faut dire déjà que le franc CFA d'aujourd'hui n'est pas le franc CFA d'il y a 20 ans, il y a 30 ans. Il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu beaucoup de changements. Il y a des banques centrales qui sont en Afrique, la BCEAO en Afrique de l'Ouest, la Banque des États d'Afrique centrale en Afrique centrale, il y a la Banque des Comores. Donc, la zone franc CFA est une zone d'abord qui n'est pas uniforme, mais si on se concentre sur l'Afrique de l'Ouest, donc, puisque le Sénégal fait partie de l'UEMOA et donc des pays qui utilisent le franc CFA, c'est la BCEAO qui est la banque centrale de la région. Donc il y a énormément de questions dans la question du franc CFA. Ouais. Il y a la question
du lien historique avec la France et de ce que ça implique en termes institutionnels, notamment la présence de représentants français dans certaines institutions de gouvernance de la Banque centrale. Ça veut dire évidemment un droit de regard, au minimum. Au minimum. Donc, au minimum, ça veut dire un droit de regard. Un peu plus que ça aussi sur des orientations de politique. Il y a la question du taux de change fixe avec le franc français de l'époque et maintenant avec l'euro, depuis la disparition du franc français. On peut avoir toute une discussion sur la question des taux de change fixes par rapport à des taux de change flexibles. Mais par exemple, sur cette question-là, il y a beaucoup de simplifications. Il n'y a pas que le franc CFA dans le monde qui a un taux de change fixe avec une monnaie forte. En fait, si on regarde les régimes de change dans le monde, il y a plus de pays qui ont des taux de change fixes que de pays qui ont des taux de change flexibles. Et en fait, il y a peu qui ont de véritables taux de change flexibles. Donc, ces questions sont assez compliquées parce qu'on ne peut pas démontrer qu'il y a forcément une supériorité d'un choix par rapport à un autre, par rapport aux résultats économiques. Ouais. Il y a des choix qui sont faits de flottement contrôlé, par exemple, pour éviter un certain nombre de risques. Donc, il ne faut pas simplifier sur la question aussi du choix de taux de change. Après, il y a la question de ce que ça induit en termes d'incitation à la production locale versus importation. Ça, pour moi, c'est une question importante. Il est très clair que le fait d'avoir le franc CFA ne produit pas, à mon avis, suffisamment d'incitation à la production locale. Et que ça facilite quand même beaucoup les importations. Ça facilite aussi des investissements spécifiquement, notamment français, et aujourd'hui européens par rapport à d'autres concurrents qui pourraient y avoir, puisqu'ils ont une forme de garantie sur la stabilité du taux de change entre le franc CFA et l'euro. Donc, il y a des effets d'incitation qu'il faut étudier de près en économie pour savoir si cette monnaie telle qu'elle fonctionne aujourd'hui et la fixité avec l'euro, qui elle-même est une monnaie plutôt forte à cause de l'influence allemande, qui a une tradition de lutte sévère contre l'inflation. Donc, c'est une monnaie forte, l'euro. Et donc, comme on a un taux de change fixe avec l'euro, effectivement, on peut s'interroger sur l'impact en termes de compétitivité de nos entreprises. Donc, il y a toute une série de questions économiques, à mon avis, qu'il faut identifier et d'ailleurs qui sont en discussion, puisqu'il y a des états généraux à Lomé au Togo sur cette question. Et il y a des questions politiques qu'il ne faut pas ignorer et des questions symboliques qu'il ne faut pas ignorer, qui sont importantes. Donc, moi, ma position, c'est que, d'abord, saisir la complexité de la situation, écouter les avis des spécialistes sur des aspects économiques, financiers et monétaires, ne pas négliger les aspects symboliques et politiques qui sont extrêmement importants également, et écouter ce que les jeunes des pays demandent aussi en termes de détachement symbolique par rapport à cette relation-là. Parce que ça a un effet aussi sur les imaginaires, sur nos mentalités. Donc, il ne faut négliger aucun aspect de la question, mais il ne faut absolument pas la simplifier. Et dernière chose peut-être que j'ajouterais, ce serait pas rendre service aussi à nos jeunesses que de dire que le seul problème ou le seul obstacle au progrès économique et social dans les pays de la zone franc, c'est le franc CFA. C'est pas vrai. On sait très bien qu'on a aussi énormément de problèmes de gouvernance politique. Le fait de détourner des ressources publiques n'a pas forcément un lien direct chaque fois avec la monnaie qu'on a. Le fait de ne pas avoir mis en place des politiques éducatives qui soient beaucoup plus ambitieuses, beaucoup plus réalistes, ça n'a pas forcément de lien avec le franc CFA. Donc, je crois à nouveau qu'il ne faut pas simplifier. Il ne faut pas simplifier. On sent bien en tout cas la complexité de la question. Quand on parle de franc CFA, il y a plusieurs dimensions. Mais Monsieur Rivot, j'ai envie de vous relancer la question. Vous êtes entrepreneur. Donc, au niveau de la monnaie, ce n'est pas le seul obstacle, comme nous a dit Monsieur Yabi, mais est-ce que vous le voyez comme un obstacle à l'indépendance économique des pays africains qui utilisent le franc CFA? Et si oui ou non, quelles sont les solutions? Est-ce qu'on est capable de créer notre propre monnaie? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour compléter ce que Gilles, en fait, effectivement, moi je suis d'accord avec lui. Ce sont des problèmes complexes, souvent des problèmes complexes. Mais néanmoins, je pense qu'il faut bien séparer parce que je pense que le débat public gagnerait vraiment en clarté si les gens, du moins les experts, ou nous modestement, conviennent pour essayer de clarifier. Je pense qu'il y a deux dimensions sur cette question de franc CFA. Il y a la dimension politique et la dimension technique.
D'accord? Donc, moi, nous, quand on conseille les entreprises, j'ai l'habitude de dire aux entrepreneurs, si c'est une question technique, il y a toujours une solution. Il y a toujours une solution. Mais la décision doit être prise. Et c'est ça nos politiques. Cette question de franc CFA, quand même, est liée à notre souveraineté. Il n'existe pas un pays dans le monde, ou peut-être, ça m'a échappé, un pays qui est souverain, qui se dit souverain, dont la monnaie est battue par d'autres pays. Citez-moi un exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a que chez nous, en fait, que ça existe. C'est-à-dire que, et ça c'est le premier point, et je n'ai pas non plus vu un pays dans le monde dont la monnaie est battue par d'autres pays, ou du moins est imprimée par d'autres pays et qui s'est développée. C'est-à-dire que c'est quelque chose, en fait, de très important. Et c'est là, en fait, ça renvoie maintenant à toutes les questions techniques, comme Gilles l'a évoqué tout à l'heure, assez complexes. Donc, il y a deux niveaux. Donc, moi, je vais vous répondre à titre, parce que nous sommes entrepreneurs, nous ne sommes pas politiciens. Donc, je pense que le débat était suffisamment clair. Il faut maintenant prendre des décisions. Tant que nos politiques ne prendront pas une décision claire, après, je ne sais pas. Ils peuvent parfaitement dire en disant, on veut rester dedans. Ça, c'est une décision. Au moins, on sait de quoi ils retournent. Oui, ils nous disent, on sort. Mais ils ne peuvent pas nous faire l'état actuel, on est dedans, on n'est pas dedans, on est ceci. Il faut qu'ils décident clairement. Et c'est ça, en fait, qu'on a besoin d'eux. Bien. Nous, maintenant, en tant qu'entrepreneurs, comme Gilles a dit, le fait aujourd'hui qu'on facture au Sénégal, j'allais même aller à l'avocat du diable, on a une même monnaie dans la sous-région. Il n'y a pas un problème d'échange. Quand je vais payer quelqu'un finalement au Bénin ou au Mali, mais c'est la même monnaie. Je n'ai pas un problème, en fait, de risque, de taux de change. Tout à fait. L'aspect fiscal, ça, par exemple, ça, c'est un point qu'il faut qu'on regarde. Ça, par exemple, c'est ça qu'il faut qu'on regarde parce qu'il y a beaucoup de fiscalité, justement, pour nous empêcher, par exemple, de travailler avec ces gens-là, du moins avec nos frères, en fait, de la sous-région. Bien. Mais le franc CFA lui-même, comme Gilles l'a dit, ne nous empêche pas, en fait, de facturer aujourd'hui. D'accord? Même, c'est ce que les défenseurs du franc CFA vous disent, c'est que si vous comparez le franc CFA, par exemple, avec les entrepreneurs qui sont au Nigeria, qui utilisent le Naira. Le Naira, les 20 dernières années, a été dévalué peut-être une trentaine de fois. Donc aujourd'hui, si vous avez par exemple 100 Naira, peut-être dans un an, peut-être les 100 ne veulent plus de valeur, ou peut-être que 70. Et donc le problème de la dévaluation de la monnaie, en fait, est très important. Donc ça, par exemple, c'est l'argument utilisé par les gens qui disent, OK, le franc CFA. Donc, pour vous répondre concrètement, nous, dans notre quotidien, les entreprises qu'on conseille, qui ne font pas beaucoup d'exportation, donc voilà, je précise, le franc CFA ne les empêche pas de travailler, en fait. Et au contraire, ça garantit une certaine stabilité de leur pouvoir d'achat parce que ce n'est pas dévalué. En droit, il y avait à un moment donné, avec Covid, on avait parlé, il y avait des demandes par rapport à l'Afrique centrale, mais voilà. Donc, nous, concrètement, ça ne nous perturbe pas dans nos quotidiens. Mais une fois encore, la dimension patriotique, la dimension panafricaine nous interpelle en disant que quand même, on travaille quand même. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'emploi. Par exemple, c'est ça, c'est comme Gilles avait dit, le côté symbolique. À la limite, j'allais dire, encore avocat du diable, on peut garder dans le franc CFA, mais bon sang, mais vous devez quand même l'imprimer chez nous. Choisissez un pays chez nous. Vous ne pouvez pas continuer à l'imprimer à l'étranger. Une fois j'ai dit ça, peut-être les gens vont me dire non. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça, c'est la décision de nos politiques. Ils disent, OK, on rentre ou on sort. Mais vous ne pouvez pas, entre les deux, en fait, avec une porte entrebâillée. On est dedans, on n'est pas un peu dedans. Par exemple, ça, nous avons un problème d'emploi. Eux aussi, ils ont un problème d'emploi. Mais qu'est-ce qu'ils font, nos politiciens? Ils doivent travailler pour nous. Ils doivent nous créer l'emploi. Et ça, le fait que quand une imprimerie spéciale arrive, entrepreneuriale, par exemple, ça là-bas, c'est une entreprise privée, une concession de l'État qui, parce que vous voyez, pour fabriquer les billets, il y a des papiers spéciaux, etc. et tout. Ça, c'est un savoir-faire. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et c'est ça, tout à l'heure, je disais qu'on n'a pas beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'opportunités. Donc, pour répondre clairement à votre question, le franc CFA ne nous empêche pas de faire ce que nous avons à faire. Mais notre dimension patriotique, nous aimons notre continent, nous aimons notre pays, nous travaillons pour notre pays, nous interpelle quand même. C'est-à-dire que quand même, nous créons de la richesse. Et on regarde et dit, mais bon sang, mes amis, nos francs CFA, quand on veut demain aller à l'étranger, on veut un liquide en francs CFA. Je l'ai testé il y a 2 ans, juste pour embêter quand je suis allé à Marseille, lors d'une réunion. Je suis parti avec mes francs CFA. Et donc, je suis arrivé à l'aéroport de Marseille.
Et puis, je suis allé à un taux de change. Ouais. J'ai dit, monsieur, je voudrais échanger ce franc. Ouais. Et le monsieur était là, dit, mais monsieur, mais je connais ce que... Ah, il connaissait même pas. Non, non, je connais pas ça. Donc, il était paniqué. Je dis, monsieur, non, 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 si, on peut échanger. Et donc, du coup, il a appelé son supérieur. Oui, bonjour, voilà, il y a quelqu'un qui m'a amené un billet de franc CFA. Donc, moi je savais qu'on ne pouvait pas le changer. Oui. On ne pouvait pas le changer. Donc c'était juste pour tester, en fait. Wow. Juste pour vous dire que, voilà, c'est ça, en fait, notre réalité aussi. Donc, vous voyez, donc, même si dans notre business, parce qu'il y a cette dimension aussi, c'est-à-dire que la nouvelle génération d'entrepreneurs qui sont là, nous voulons tous faire de l'argent. Nous voulons tous, finalement, bâtir quelque chose. Mais nous aimons aussi notre pays. Tout à fait. Nous aimons aussi notre continent. Et que nous aimerions combiner le fait de faire de l'argent tout en aimant nos continents. Et les entrepreneurs qui sont là les démontrent tous les jours. Ils investissent chez eux, ils font chez eux. Donc, par exemple, là, tout à l'heure, quand on va parler, peut-être, je ne sais pas, on aura l'occasion de parler, par exemple, des investissements directs étrangers. Gilles, économiste, connaît mieux que moi. Et d'ailleurs, il y a eu une conférence que Dongo Sila avait organisée récemment avec, je pense, avec l'Harmattan. Il a bien expliqué que, justement, la sortie des capitaux. Parce que quand vous appelez nos frères turcs qui viennent, etc. et tout, mais leur pays, c'est pas le Sénégal. Ils vous disent, ils aiment, mais à un moment donné, il faut qu'ils rapatrient en Ankara. Les Chinois, quand ils sont là, mais il faut qu'ils rapatrient en Chine. Ah oui, c'est une dimension patriotique qui est là. Et on le dit souvent sur, par exemple, la Chine. Les Chinois, lorsqu'ils travaillent, c'est pour leur pays. Exact. Même s'ils sont partout, mais en général, tout le capital revient à la Chine. Mais c'est normal. C'est normal. Comme les Sénégalais, d'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche aussi, parce que le premier, ce que les gens oublient, c'est notre première source d'investissement pour le Sénégal, c'est l'envoi de l'argent de la diaspora. Oui. L'envoi de l'argent de la diaspora. Personne ne sait exactement comment, parce qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs canaux. Voilà, il y a plusieurs canaux. Et ce qui est dingue, par exemple, ce qui est dingue pour moi en tant qu'entrepreneur, c'est, je dis, mais écoutez, à l'époque, pendant 30 ans, la diaspora nous envoie de l'argent. Le Sénégal, le Nigeria et puis l'Éthiopie. Je pense que ça, c'est les 3 plus gros pays pour le pourvoyeur, en fait, en termes de l'argent de la diaspora. Ouais. Mais aucun de ces États-là, Sophia, par exemple, ne s'était dit, tiens, pourquoi ne pas prendre une participation, par exemple, dans les 2 grosses entreprises à l'époque, quand il n'y avait pas encore la disruption fintech, une prise de participation au moins pour qu'on puisse au moins avoir un peu une partie de notre argent, de notre propre peuple. Bah oui. C'est comme ça qu'il faut raisonner, en fait, en termes de choses. Et le Sénégal, vous voyez, l'État du Sénégal n'est même pas actionnaire. Bon, je ne vais pas citer leur nom parce qu'on n'est pas là, finalement, demain pour faire la promotion des marques. L'État du Sénégal pouvait parfaitement, pour moi, dire, OK, on prend une participation de ces 2 grosses sociétés à l'époque pour dire que parce que l'argent de nos diasporas passe par là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Au moins pour qu'on puisse le capter. Donc, ce que je veux dire, c'est tout est lié. Et c'est vraiment intéressant le fait de dire, c'est que le franc CFA, est-ce que ça nous concerne? Oui, dans la dimension patriotique, ça nous touche. Ça nous touche véritablement parce que on veut s'émanciper. Oui. Alors, cela m'amène justement à vous demander, Monsieur Yabi, à vous poser la question par rapport à nos institutions régionales et au rôle qu'elles jouent. On parle de franc CFA, on parle d'intégration régionale, on parle de solidarité entre les différents pays africains. À votre avis, est-ce que les institutions comme l'UEMOA, la CEDEAO, l'Union africaine jouent leur rôle? Alors, je dois commencer par dire que la question qui a été soulevée tout à l'heure sur l'impossibilité de faire des choix, elle me semble être très importante. C'est-à-dire que le problème qu'on a, c'est un problème d'incohérence et qui donne un signal un signal de confusion en fait pour les acteurs économiques. Et dans la région, on a décidé de créer une monnaie qui s'appelle l'ECO, et c'est une décision de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. C'est 15 pays qui intègrent aussi les 8 pays de l'UEMOA qui donc utilisent le franc CFA. Évidemment, on a eu ensuite cette annonce publique, formelle des chefs d'État donc de création de l'ECO dans l'espace CEDEAO, et ensuite on a eu une forme de réforme du franc CFA qui s'est enclenchée avec des déclarations notamment du président ivoirien Alassane Ouattara et du président français qui ont induit une confusion sur une sorte d'éco-UEMOA qui serait une sorte de phase préliminaire avant l'éco de la CEDEAO. Et je crois qu'on est en pleine confusion. Et on voit aussi que derrière cette confusion, on a un problème au niveau du leadership politique régional. C'est-à-dire qu'on a des positions qui ne sont pas claires sur l'éco. Est-ce que tous les pays de la région le veulent vraiment? Est-ce que même les poids lourds économiques de la région le veulent vraiment? C'est une question. On se concentre souvent
sur les hésitations, peut-être la proximité très forte entre certains chefs d'État ouest-africains et la France, notamment à nouveau la Côte d'Ivoire, le Sénégal, etc. Mais je crois qu'il faut aussi s'interroger sur les autres pays qui sont membres de la zone CFA et sur leur volonté également, à commencer par le Nigeria qui est le poids lourd économique de la CEDEAO. Pour moi, tout grand changement sur le plan économique, sur le plan de l'intégration économique dans l'espace CEDEAO, doit être porté par le Nigeria. S'il n'est pas porté par le Nigeria, il y a peu de chances qu'il aboutisse et ça ne fait pas vraiment de sens compte tenu du poids économique du Nigeria dans la région. Première puissance économique africaine. Oui, exactement. Et c'est avec un déséquilibre très fort. Je veux dire, le poids du Nigeria dans la CEDEAO, c'est à peu près 70%. Je veux dire, on est loin, par exemple, du poids de l'Allemagne dans la zone euro. C'est beaucoup plus que ça, le Nigeria dans la CEDEAO. Donc, pour moi, la locomotive de la CEDEAO, naturellement, c'est le Nigeria. Or, on a des problèmes de leadership politique au niveau nigérian et d'incertitude au niveau aussi de leur volonté vraiment d'aller vers l'intégration et le choix qu'ils font. Donc, on se retrouve dans une situation où tout le monde dit qu'on veut aller vers l'éco, mais en fait, on n'est pas sûr que tout le monde le veuille vraiment. Il faut faire des choix. Mais il faut faire des choix. Et si on décide de ne pas y aller, qu'on le dise aussi. Je vous dis, c'est mieux de le dire. Si on décide d'y aller dans 20 ans ou dans 30, il faut le dire parce que c'est des processus qui prennent du temps. L'euro s'est construit sur 10 ou 20 ans avec des étapes qui ont été maintenues. Le vrai problème, c'est lorsque vous annoncez tous les 2 ans, tous les 3 ans, un nouveau deadline et que vous ne le respectez pas. Ça vous donne le signal que en fait, c'est une région où on ne pouvait pas annoncer un élément important et respecter le calendrier de mise en œuvre. Et donc, je crois que toutes ces questions de la monnaie doivent être reliées à la question de l'intégration économique. Et donc, on ne peut pas penser simplement à la question de la monnaie en dehors du processus d'intégration et de tous les autres aspects de l'intégration. Aujourd'hui, je crois qu'on a une forme de panne dans le processus d'intégration en Afrique de l'Ouest, qui est d'abord une panne de leadership politique. Très clairement, on n'est pas dans un grand moment au niveau du leadership régional. Mais je vais ajouter par rapport à votre question quand même sur les organisations africaines, parce que c'est important. Là encore, surtout dans le message aux jeunesses africaines, il y a beaucoup de désillusions, il y a beaucoup de jeunes qui ne croient pas du tout à ces institutions, la CEDEAO, l'Union africaine. Et je crois qu'il faut faire attention, je crois qu'il faut être mesuré. Ces institutions sont utiles, ces institutions ont un bilan. La CEDEAO en Afrique de l'Ouest, moi j'ai travaillé longtemps sur les questions de paix et de sécurité plutôt que sur les questions économiques. La CEDEAO a joué un rôle très important dans beaucoup de conflits dans la région sur 20-30 ans. Ce serait dommage de balayer du revers de la main tous ces efforts. Ce serait dommage de considérer aussi que tous ceux qui travaillent dans ces institutions ne sont pas... là pour les populations africaines. Oui, ou n'ont pas envie de voir aussi un continent plus fort. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, qui sont de bonne volonté, qui essaient de faire pousser des agendas, mais qui sont contraints souvent par les décisions au plus haut niveau. Exact. Et même au plus haut niveau, il faut aussi le dire, même au plus haut niveau, tous les chefs d'État ne sont pas à placer, disons, au même niveau par rapport à leur rapport à l'intérêt général. Mais ce sont aussi des chefs d'État qui sont soumis à un certain nombre de contraintes, de pressions que nous ne voyons pas toujours. Et évidemment, c'est pour ça que la mobilisation citoyenne, l'information, la participation de tous les acteurs de la société est absolument indispensable. Sinon, on a beaucoup de décisions qui sont prises en fait en fonction parfois d'intérêts qui échappent à toute identification par les principaux concernés. En tout cas, votre discours donne espoir. C'est un beau message à passer. Il faut garder espoir qu'il y a certaines personnes haut placées qui travaillent pour le développement africain, contrairement à ce que on peut penser des fois en regardant la situation. Et justement, Monsieur Rivo, j'aimerais vous demander, on en arrive à la fin de l'émission déjà, si vous aviez un message pour la jeunesse africaine, ce serait lequel? Alors, jeunesse africaine, bon, en tout cas, alors, j'ai un sentiment de colère envers cette jeunesse, mais j'ai aussi finalement quelque chose en fait que j'aime beaucoup vers cette jeunesse. C'est-à-dire que, on a évoqué peut-être au début de l'émission, notre population,
c'est le point commun en Afrique, 65% de population à moins de 25 ans. C'est un truc incroyable. Magnifique. C'est un truc incroyable. Là où je suis un peu en colère, c'est je vois cette jeunesse et je pense qu'il y a beaucoup de valeurs en fait. Je suis peut-être maintenant on commence à être vieux, mais non. Vieux conservateur. Ouais. Mais je trouve que la valeur que véhicule au sein de cette jeunesse en fait est loin de les valeurs en fait auxquelles en fait nous-mêmes on nous a éduqués. Vous avez une jeunesse qui aime la facilité. Vous avez une jeunesse qui une fois encore, je parle peut-être de moi de manière générale, j'ai pas vu toutes les jeunesses, mais en tout cas, mon sentiment, peut-être, il est pas bon. Vous avez une jeunesse qui complètement absorbée par les réseaux sociaux, les débats, des choses qui complètement inutiles. Pour moi, en tout cas, beaucoup de choses inutiles. Il y a des choses aussi qu'on peut faire bien, mais tout ce qu'ils font sur ces genres de choses, en fait, pour moi, c'est complètement inutile. Et c'est surtout ce sentiment de nonchalance et de facilité qui me pose problème. Tout de suite. Oui, moi je rentre dans l'entrepreneuriat, c'est pour faire de l'argent. Moi je fais ça, c'est pour. Non, la vie n'est pas faite comme ça en fait. Donc, et l'autre côté quand même j'aime aussi, c'est que créatif incroyable. Oui. On a une jeunesse créative incroyable. Ouais. Incroyable. Enthousiasmant. Il y en a d'autres aussi quand même, du moins, qui veulent apprendre. Donc moi, si j'ai un message à cette jeunesse, c'est de dire l'avenir leur appartient. Mais une fois vous dites ça, vous voyez, comme un chef d'entreprise, il dit voilà, vous êtes à la tête de vos entreprises, c'est aussi finalement beau, mais avec beaucoup de responsabilités. C'est-à-dire que l'avenir vous appartient, ça démarre dans vos quartiers. C'est-à-dire que c'est à vous de nettoyer vos quartiers. C'est à vous de faire en sorte que, c'est-à-dire que ceux qui ont étudié, ils donnent les cours à ceux finalement de moi qui en ont les plus besoin. Vous voyez, c'est ce lien, je vous ai dit qu'on a peut-être fait un peu vieux jeu, ce lien de solidarité, le respect entre nous, voilà, par exemple, ça c'est quelque chose, par exemple, qui se perd. Ça reste encore, mais quelque chose qui se perd. J'invite vraiment cette jeunesse, en gros, à retourner dans leur essence en tant qu'Africains, en tant que Sénégalais, allez, plus globalement en tant qu'Africains. Parce que quand vous voyagez, vous voyez que l'accueil, le respect des anciens, du moins, être poli, la solidarité, ça c'est les valeurs que du Sénégal jusqu'à Madagascar en passant par l'Afrique du Sud, nous partageons tous, du moins sur ce continent. Moins être égoïste, par exemple ça, moins être égoïste. On a une jeunesse qui est peut-être de plus en plus égoïste et centrée sur elle-même. Et juste pour illustrer mon propos, c'est nous quand on voit passer les projets, on voit beaucoup des unipersonnels, SARLU, entreprises individuelles. Si j'ai un message à leur faire passer, du moins dans le domaine si je fais de l'entrepreneuriat, vous devez vous associer. Vous devez vous associer. Ne tentez même pas le fait que si vous voulez dans l'entrepreneuriat, vous n'irez pas loin. C'est l'expérience qui parle. C'est l'expérience qui parle. Là, avec mon équipe, on passe le temps à trouver. Donc là, on est en train de trouver une sorte de dating partner à ce que ces entrepreneurs-là, en fait, puissent trouver des associés. Donc, si j'ai un message à faire passer à cette jeunesse-là, c'est qu'il faut qu'ils bâtissent la solidarité. Il faut qu'ils soient ensemble. Parce que j'ai l'habitude de dire souvent, c'est dans les moments sociaux qu'on est ensemble, mariage et décès. Mais quand il faut faire du business, en fait, on est souvent éparpillés. Donc, message à cette jeunesse, soyez solidaires et allons-y ensemble. Très bien. Un beau message aussi, plus de solidarité et d'union de la jeunesse. Et très, très, très rapidement, parce qu'on est à la fin, je vais vous demander vos mots de la fin aussi, Monsieur Yabi, et je vais rebondir sur la solidarité. On parle de solidarité entre la jeunesse africaine. Moi, j'ai envie de parler de solidarité de l'Afrique en général et revenir sur ce projet qui date des années 60, qui était les États-Unis d'Afrique. Peut-être, est-ce que vous y croyez un peu? Parce que moi, quand je vous vois tous les deux d'origine différente, mais travaillant ici au Sénégal, ça me fait penser à ça. Donc, les États-Unis d'Afrique, est-ce qu'on peut peut-être revenir sur ça à un moment donné? Alors, rapidement, les États-Unis d'Afrique, pourquoi pas, mais disons, je pense que
aujourd'hui, chacun doit contribuer à sa manière au progrès collectif sur le continent. Il y a des personnes, des Africains qui font un excellent travail sur les imaginaires africains, justement avec le rêve des États-Unis d'Afrique. Je crois que c'est important d'avoir ces messages très positifs sur le panafricanisme. Il y a d'autres qui sont plutôt dans une approche, je dirais, plus pragmatique, qui consiste à partir de l'existant, l'Afrique telle qu'elle est aujourd'hui, dans sa diversité, avec ses problèmes, avec ses contraintes, mais aussi avec les opportunités, et qui vont essayer de pousser dans chaque domaine à ce qu'on améliore nos politiques, notamment dans l'éducation. On ne peut pas parler de la jeunesse sans parler d'éducation, par exemple. Moi, je suis plutôt dans cette deuxième catégorie-là, donc je suis moins dans le rêve que dans le fait de proposer des idées, des actions qui permettent d'améliorer les politiques économiques, les politiques éducatives, les politiques sanitaires, les politiques de préservation de l'environnement, etc. Et ça me permet aussi de dire, par rapport à la jeunesse, moi je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie que les jeunesses que nous avons, les hommes et les femmes que nous avons, les enfants que nous avons, sont aussi le résultat de ce qu'on en a fait d'une certaine manière, en particulier sur le plan des politiques d'éducation et de formation. Je rappelle que scientifiquement, c'est prouvé entre 0 et 3 ans, par exemple. C'est des moments où une bonne partie des processus de réflexion se mettent en place. Et il y a des choses qui sont en fait irréversibles si on n'a pas travaillé pendant cette période-là. Donc, évidemment, tout au long de la formation, il y a des mécanismes qui se mettent en place et c'est très clair que la manière dont les jeunes se comportent, et pas simplement les jeunes d'ailleurs, hein, parce que les travers qu'on voit chez les jeunes, on les voit aussi chez les moins jeunes. Ouais. Donc, c'est pas simplement avoir ce regard critique sur nos sociétés, c'est à nouveau nous interroger et surtout agir aujourd'hui sur les politiques d'éducation et de formation, sur les politiques culturelles, sur les politiques économiques, sur l'ensemble des questions qui, je pense, sont extrêmement liées et définiront ensemble l'avenir de notre continent. L'avenir de notre continent. En tout cas, je vous remercie tous les deux pour une émission enrichissante et passionnante sur la France-Afrique, mais aussi sur le continent africain et son avenir. Chers téléspectateurs, nous vous remercions aussi d'avoir suivi IDÉ, votre émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Bay, je vous donne rendez-vous prochainement sur ITV.